bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de nous rejoindre à nouveau pour ce webinaire sur le bonheur au travail, fable ou réalité. Donc, ce nouveau webinaire qui fait partie de la série que nous vous offrons gracieusement à toutes les semaines. On a une diversité de sujets qui vont de la gestion de projet à la passation des marchés en passant par les ressources humaines. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec Hussein Balbaki qui va justement nous parler de la notion de bonheur au travail. Alors, au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Hussein, à toi la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Jean-Michel. Merci pour cette deuxième rencontre. Je peux dire, la première était en an 2000. On va retourner quand j'ai commencé mes études sur le bonheur au travail. Et maintenant, nous voilà, après 2 ans, après que la COVID est moins, moins affectante, si on peut dire ça, de cette manière-là. Alors, je vais commencer par partager mon écran et aller à travers les objectifs avec vous, cher tout le monde. Alors, aujourd'hui, on a 3 objectifs à partager. Le premier sera, comme Jean-Michel a introduit, c'est est-ce que c'est un bonheur ou une réalité, le BAT. BAT, qui est le bonheur au travail. On va voir aujourd'hui ensemble, on peut aller pour discuter et identifier le concept de bonheur au travail, interpréter et distinguer les 3 sources essentielles de ce bonheur au travail des employés et examiner le rôle de leadership dans cette promotion ou dans la promotion et la favorisation du bonheur au travail. Alors, voici, pour commencer, je voudrais bien vous demander la question suivante. Est-ce que vous pensez que le bonheur et la satisfaction sont les 2 côtés de la même médaille? Donc, apparemment, Hussein, les avis sont partagés, mais la plupart des répondants semblent indiquer que ça semble juger qu'il s'agit des 2 côtés de la même médaille. Parfait. C'est vraiment parce que le bonheur au travail, même si ça fait 10 ans qu'on entend parler par cette thématique-là, il reste en confusion avec la satisfaction. Toutefois, il faut préciser que le bonheur, c'est plus l'équilibre qui penche en faveur du positif sur le négatif. Le bonheur, c'est un sentiment, moi je l'appelle, c'est une satisfaction plus durable que la satisfaction. Il est profond sentiment de satisfaction, tandis que la satisfaction au travail vient du fait d'avoir des besoins satisfaits. C'est plus instantané, si vous voulez, et c'est à travers un travail qui répond vraiment aux attentes de l'individu. Ceci étant dit, une autre question, ça, je vais la laisser au fur et à mesure, et puis une fois qu'on a toutes les réponses, Jean-Michel, tu peux m'arrêter quand tu veux. La question sera, comment allez-vous avec le bonheur au travail? C'est une relation. Alors, autrement dit, quelle est votre familiarité avec le bonheur au travail? Est-ce que vous connaissez très bien le bonheur au travail et vous avez une expérience reliée à ce thème-là? Est-ce que j'en ai seulement entendu parler sans aucune expérience ou pratique? Ou est-ce que je l'ai considéré comme la moitié de vous, comme la satisfaction au travail? Et la dernière sera, je n'ai jamais entendu parler avant. Euh, Avant de vous laisser le temps de le dire, juste pour vous dire que la première fois que j'étais avec cette team pour ce sujet-là, on avait juste 20% qui ont déjà entendu parler. Et on voit de temps en temps et de plus en plus que ce bonheur-là, il prend une célébrité, si vous voulez, parmi les étudiants et parmi aussi les praticiens. Les 3 sources, ce qui est le deuxième objectif de notre présentation aujourd'hui, les 3 sources du bonheur au travail, et ça va être basé sur la recherche académique. Alors, il y a une partie académique ainsi qu'il y a une partie pratique qu'on va partager ensemble. Il y a 3 niveaux essentiels ou 3 sources ou 3 facteurs, nommez-le comme vous voulez, qui sont impliqués dans la favorisation, dans le développement et dans le maintien du bonheur au travail des employés. Il s'agit du niveau macro, le niveau organisationnel, et il s'agit du niveau micro, qui est le niveau individuel,
et il s'agit de niveau méso-relationnel. Et là, on va se concentrer un peu sur le leadership. Ben, bien sûr, ça va de soi qu'on va se concentrer sur le leadership. Alors, la réponse doit être le niveau B, qui est la relation avec et le rôle de leader. Sauf que j'aimerais savoir si vous pouvez répondre dans le chat. Pour vous, c'est quoi le niveau qui influence le plus le bonheur au travail des employés et pourquoi? Alors, dans le niveau organisationnel, comme vous voyez, c'est une recherche qualitative. C'est une recherche dans laquelle on a utilisé des systèmes qui s'appellent le NVivo. Dans ce système-là, il m'a généré les mots-clés, si vous voulez, ou les mots qui ont apparu le plus. On peut voir dans le niveau organisationnel, surtout le niveau social, la productivité, les gatherings, alors tout ce qui est des sorties ensemble, tout ce qui est team building. Il y a des mots anglais, il y a des mots français. Comme vous voyez, ça dépend des répondants, ça dépend des recherches qui étaient faites. Les positives autant des crises, surtout la COVID. La COVID, elle a trop affecté, si vous voulez, le point de vue et la relation avec le bonheur au travail. On va voir tantôt, surtout dans le domaine de l'hôtellerie, où se concentre cette recherche, cette étude-là. Les activités, la satisfaction environnementale, il y a beaucoup de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, la culture de l'entreprise, l'environnement en général et la sérénité. Il y a même des piétés, il y a même la religiosité ou l'éthique, si vous voulez, organisationnelle. Tandis qu'au niveau individuel, on parle ici, c'est plus individuel, comme le mot l'indique, c'est au niveau psychologique, typiquement l'optimisme ou le pessimisme, mais c'est l'optimisme qui bien sûr, qui affecte et puis qui est relié avec le bonheur au travail. On parle de l'esprit, on parle des croyances, de l'intelligence émotionnelle, le flux, l'espoir, l'humeur, la résilience, c'est un mot aussi qu'on entend trop, l'agilité, la spiritualité et les caractéristiques mentales. Malgré le fait qu'il y a un niveau organisationnel et un niveau individuel, il reste le rôle de leader. Moi, je travaille depuis une vingtaine d'années dans le domaine hôtelier et dans ce domaine-là, il y a un sondage qu'on fait à travers une organisation que je pense qu'elle est très célèbre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle s'appelle Gallup. L'organisation Gallup, c'est une organisation américaine qui s'occupe des sondages de l'engagement. Ce n'est pas le bonheur, l'engagement des employés. Bref, cette compagnie qui existe depuis 1960 et quelques, elle a fait des sondages auprès, je peux dire, des dizaines, si pas une centaine de millions de personnes partout dans le monde. Et d'après les sondages de cette organisation-là, ils ont trouvé que 80% des employés ne quittent pas le superviseur, ne quittent pas l'organisation, 80% quittent la compagnie à cause de leur superviseur. D'où le rôle, même avant d'entendre parler de bonheur au travail, de rôle de leadership. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à retirer comme leçon de la relation méso qui est la relationnelle entre le leadership et ses employés. On parle d'hymne de confiance, on parle de la gestion de la performance, l'habilitation ou le empowerment de leurs employés, les rétroactions, la communication. Je vais ici lire un extrait parce que la recherche est continue. OK, alors, la communication managériale efficace et ouverte à deux sens des dirigeants avec les employés. Elle, c'est un clé. Il y a même une recherche qui a confirmé que le leader qui s'engage dans une communication bidirectionnelle est transparente. Alors, deux étapes importantes ici. On parle du bidirectionnel et la transparence. Ils sont plus aptes à promouvoir le BAT pour leurs employés. On trouve aussi l'importance de la communication dans tout ce qui est de rôle de Chief Happiness Officer, qui est aussi une position ou un poste exécutif dans les compagnies qu'on n'a pas entendu parler il y a 10 ou 15 d'années. Alors, je continue on a arrêté avec la communication ouverte et transparente et bidirectionnelle. On parle aussi de l'évaluation par les managers, de la qualité de travail et la performance, même les conflits. Il y avait une indication qui dit même les conflits et les dissensions constructives, ils peuvent
favoriser le bonheur au travail. L'autre chose qui est intéressante à partager avec vous, chères dames, chers messieurs, que le comportement d'un leader, outre les 80% que Gallup a précisé, 80% des raisons pour lesquelles les gens quittent les entreprises, on dit ici que le comportement d'un leader peut avoir de vastes implications sur la performance de leurs employés et donner le ton de fonctionnement. Je comprends et on va discuter peut-être dans la période questions-réponses. On donne beaucoup de responsabilités sur les épaules du leader, mais c'est la vérité. L'autre affaire, surtout que les employés acquièrent leurs valeurs, leurs émotions, leurs attitudes et comportements de leur leader. Dans mes formations, soit dans l'hôtellerie ou à l'international, j'ai dit toujours que le leader, vous êtes Céline Dion sur le podium. Vous êtes Céline Dion qui est en train de faire une performance et tout le monde la regarde, tout le monde voit qu'est-ce qu'elle a fait et tout le monde attend la moindre faute de vous. C'est dur, mais c'est une réalité. C'est dur, c'est pas un poste qu'on apprend ou qu'on prend parce qu'on est gentil. Non, on le prend avec la persévérance premièrement. Alors, comment tu veux que je sois persévérance et un peu de sévérité? On dit toujours qu'il faut avoir une balance, hein, firm and fair. Il faut être assez assertif et en même temps juste. Et comment tu veux que je crée ce bonheur au travail? Je vais me demander la question. Ça, c'est ça qui débarque le leader d'un gestionnaire. Un gestionnaire dans le sens que 1 plus 1 égale 2, nombre, chiffres. Il y a même des compagnies qui traitent leurs employés de capital humain. Ben, une fois que tu vois tes employés comme des capitals humains, une fois que tu les vois comme des chiffres, comme des KPI, les clés de performance, une fois que tu les traites de cette façon-là, oublie le fait d'avoir un bonheur au travail. Si tu es un leader transactionnel et pas relationnel, ça ne va pas marcher. En même temps, ou en revanche, même si tu es sévère d'une façon juste, même si tu es sévère d'une façon constructive, ça ne va pas nuire à tes efforts pour favoriser le bonheur au travail. L'autre chose, un leader heureux, justement, on ne peut pas être coordonné, mal chaussé, comme on dit. On ne peut pas être un leader qui n'est pas heureux dans son travail. C'est pour cela qu'on va aller à travers l'étude que j'ai faite. Il y avait 2 études. La première, elle était une étude terrain numéro 1 qui était faite depuis 2020-2021. Et cette étude-là, alors, elle était adressée à toutes sortes de leadership à l'international et toutes sortes d'industries. C'est pour cela qu'elle s'appelle ici Global International. Voyez-vous, ce n'est pas loin de l'académique, ce n'est pas loin des recherches. On parle ici des leadership positifs. L'organisation, elle est là. Les collègues, ils sont là. Le respect, la clarification des attentes. Clear, elle peut englober beaucoup. Elle peut englober les objectifs, les attentes. On parle ici des bénéfices. Mais c'est même malgré le fait que les bénéfices sont là, je peux vous dire que j'avais pas plus qu'une quinzaine % des gens qui ont répondu à ce sondage-là sur LinkedIn qui ont dit que c'était le salaire qui compte. Bien sûr, on ne travaille pas pour rien, mais ce n'était pas la source ou une source essentielle du bonheur. C'est juste 15% des gens qui en ont parlé. What else? Quoi d'autre? On parle ici de One People, One Goal, la mission, l'union dans les équipes, et qui ne fait qu'à travers le leader. On parle ici love the job, être passionné par son travail. On parle ici de l'environnement. Bien sûr, on voit aussi une autre fois le financier, le support organisationnel, le manager. C'est moins que le leader. Hein. On peut voir ici management, manager, responsabilisation, développement. Et en 2021-2022, alors l'année, les 15 mois qui ont précédé, voici ce que j'ai fait ou ce que j'ai collecté, ou peut-être plutôt, voici un extrait de ce que j'ai pu collecter. Je l'ai gardé en anglais, sauf qu'on peut les discuter en français. Alors,
Cette étude-là, une petite clarification. L'étude terrain numéro 2, c'était dans l'hôtellerie internationale. Elle visait juste des leaders heureux. Alors, cette fois-ci, j'étais sélective parce que, d'après les recherches, il faut vraiment que le leader soit heureux pour qu'il croie et pour qu'il convainc, pour qu'il transmet ce message de bonheur, ce sentiment, ou favorise à la limite un climat de bonheur pour ses employés. Alors, qu'est-ce que ces leaders heureux? Comment je les identifiais? Ben, je travaillais pour une quinzaine d'années spécifiquement dans l'hôtellerie à l'international, du Singapour au Moyen-Orient. Alors, j'ai sélectionné les gens que je connais heureux. J'ai sélectionné en plus les gens qui ont beaucoup de succès dans leur carrière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait beaucoup d'études qui disent que le bonheur au travail est la raison pour laquelle on a une carrière de succès. On est vraiment, j'ai fait des entrevues avec des gens qui ont commencé par le bellman, là, le gens qui portent vos bagages à l'arrivée de l'hôtel. Ils sont rendus maintenant directeurs de ressources humaines, ils sont rendus maintenant directeurs des opérations. Je connais beaucoup de réceptionnistes qui avaient le meilleur sourire, la meilleure hospitalité envers les clients, qui sont maintenant directrices de ressources humaines. Alors, voyez-vous, c'est la passion et c'est notre confirmation qui dit que pour avoir du succès au travail, il faut vraiment être plutôt le bonheur au travail. Il aide beaucoup et il aide à un degré, je peux dire, statistiquement, scientifiquement parlant, à 80% à avoir une carrière de luxe et une carrière de succès. Quand on parle de l'hôtellerie et quand on parle de l'hôtellerie et COVID, ça, c'est un mélange un peu dur parce qu'on sait tous que l'hôtellerie, elle était vraiment le domaine, si vous voulez, qui était le plus affecté par la COVID-19. On parle ici de banque, fermeture totale. Est-ce que c'est moi qui admets les gens? Je pense que vous m'avez donné. Excusez, je vais juste admettre quelqu'un. C'est bon. Alors, on parle ici de l'hôtellerie internationale. Excusez-moi, qui était la plus affectée par par la COVID-19. Une expérience vécue, moi j'habite ici à Trois-Rivières, une ville calme à côté de Montréal, dans la province de Québec. Et dans cette ville-là, on a quelques restaurants qui sont vraiment célèbres. Juste une petite histoire là pour vous montrer l'ampleur des effets COVID sur l'hôtellerie et la restauration. Il y a une dame qui s'appelle Lydia, elle est une directrice de la restauration dans une chaîne ici, et moi je connais personnellement. Durant la COVID, ou plutôt après quelques mois, quand on a commencé à rouvrir le pays, on a vu que Madame Lydia, elle avait des exigences. C'est un buffet, elle est responsable d'un buffet. On l'a donné les exigences d'avoir des chefs sur chaque plat. Alors, dorénavant, on n'a plus le droit de laisser les clients venir puis mettre le repas eux-mêmes. Il faut que le chef les serve. Alors, elle a dû augmenter sa main-d'œuvre de 30%. La capacité de restauration, à cause des consignes sanitaires, elle les a diminuées à 50%. Voyez-vous, 30% de plus d'effectifs, 50% de moins d'employés. Déjà, c'est trop, c'est lourd. Et Lydia, elle nous reçoit, on peut voir que ses yeux, bien sûr, à cause du masque, avec un sourire, des yeux brillants. Je dis, Lydia, mais ce n'est pas évident, je ne comprends pas. Comment vous pouvez vivre ainsi, hein? 50% de moins de revenus et 30% de plus de dépenses. Déjà, elle m'a dit, hey, nous sommes très heureux de rouvrir, nous sommes très heureux d'accueillir les gens. Alors, ce sentiment d'être heureux, ce sentiment de l'hospitalité, il est vraiment en relation étroite et inséparable de l'hôtellerie, inséparable de bonheur et de la passion. Voyez-vous, quelqu'un qui avait l'hôtel fermé pour un longtemps qui me dit « Yes, of course, bien sûr que je crois toujours au bonheur dans l'industrie hôtelière. »
vous êtes heureux, et ça c'était revenu à plusieurs reprises, vous êtes heureux quand vous avez un great leader, un patron qui est parfait. Vous êtes heureux parce que à cause du traitement des gestionnaires, parce qu'ils ont montré beaucoup de support et de l'attitude positive. Il y avait des directeurs régionaux, vraiment, ils sont des leçons à suivre. Hein. Ils ont même créé à chacun de leurs employés, ils ont donné des smartwatches là pour. Ils ont fait. On a un but d'aller à Alaska comme équipe. On va voir, chacun va faire des marches régulières, chacun va faire ses sports. Et puis, ils ont connecté ça dans un système avec l'application téléphonique et quelque chose de ce genre, juste pour impliquer les gens, juste pour leur dire qu'on va rouvrir, que la vie va retourner à la normale. Alors, ici, là, parce que j'entends quelqu'un qui a ouvert le micro, as far as management are closed. Alors, au moment où les gestionnaires, le leadership, la gestion en général, l'administration en général, ils sont proches de nous. Tant et aussi longtemps que le même message se cascade du top jusqu'au down à tout le monde, tant et si longtemps que la culture est une culture de l'hospitalité, on va toujours survivre et on va toujours être heureux au travail. On a eu un commentaire intéressant par rapport à ça, à savoir, tu tires des exemples de secteurs qui ont été fortement impactés par la pandémie, par la COVID, que ce soit le secteur hôtelier ou le secteur de la restauration, comme tu viens dont tu viens de faire part. Quelle est ton analyse de l'impact que ça a eu dans d'autres domaines? Et là, la personne nous parle, par exemple, dans mon ministère, on a dû travailler à distance. Est-ce que ça a augmenté ou diminué le bonheur au travail, selon toi? OK, parfait. Je vais laisser cette question, si tu me permets. Il me reste juste une petite diapo à démontrer. Et après ça, le thank you, il est même rapide. Alors, ici, c'est une. Je dis toujours que c'est toujours en anglais parce que la recherche est en place dans la langue anglophone et à cause des droits d'auteur que je n'ai pas encore fait la traduction à 100%. Alors, la communication, elle est clé. Il faut toujours avoir l'information. Ça s'applique aussi quand on travaille de la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va retourner? Est-ce que ça va durer? Même si vous ne le savez pas, dites-le. Dites, on ne sait pas, nous sommes tous dans la même affaire ensemble. Alors, c'est vraiment l'empathie qui est là. Je voulais vraiment juste prendre quelques minutes avant de clôturer et d'aller à travers les questions. C'est pas un don't just sit in your office and take decisions. C'est pas une place que c'est pas je suis gestionnaire, je suis à ma place. J'essaie de m'empêcher de ne pas penser à la question, mais je pense que je dois la répondre en même temps que je lis les dons. Le travail de la maison, il y avait beaucoup je ne vais pas dire contradiction, hein. C'était vraiment, parce que c'est un niveau individualité, c'est pas vraiment, comme on a vu tantôt, que le bonheur au travail il est influencé par trois niveaux essentiels, l'organisation, l'individuel et la relationnelle. Pour celles et ceux qui se démarquent, pour celles et ceux qui se sont euh, introvertis. Je ne vais pas philosophier les choses là, mais un peu introvertis, qui se sont plus à l'aise, je ne sais pas, euh, de travailler de la maison avec les pyjamas peut-être. Ben, pour ces gens-là, vous allez être surpris que finalement, ils étaient un peu plus heureux. Je dis bien un peu plus heureux pour deux raisons. La première est que au moment où on avait la distanciation sociale, il y avait une peur qui était prouvée dans le terrain de l'isolation sociale. On s'est senti à un moment donné, oui, je suis libre, oui, je fais le travail à ma guise, oui, je suis avec la famille, j'ai une vie, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai une vie plus organisée. Je ne passe pas du temps à rien faire, des marches, de parler des gens, j'aime pas ça. Ça dépend des personnalités. Mais finalement, la plupart qui ont parlé, soit bien sûr pas l'hôtellerie, là, parce que les hôtels étaient fermés, et c'était vraiment le sentiment, on a besoin l'un de l'autre.
Écoutez, on a parlé, on dit toujours l'humain est un animal social. Si on enlève le mot social, ben, ça va de soi, on devient comment? Alors, pour retourner à cette question, même les gens qui étaient heureux d'être, entre guillemets, libres, d'avoir la flexibilité, d'avoir le luxe de faire ce qu'ils veulent, sauf qu'ils voulaient vraiment avoir cette interaction-là. Et voilà les sondages qui nous disent là. Le troisième point, il dit ici, ou le quatrième, le conseil pour les managers qui viennent des managers heureux, il ne faut pas que nous soyons des managers des nombres et des chiffres. Il ne faut pas qu'on traite les gens juste comme des nombres et des chiffres. Et veut pas, quand on est éloigné l'un de l'autre, c'est vraiment la performance et c'est la seule chose qui compte. Parce que vous travaillez, comment je sais que vous travaillez et j'ai confiance que vous travaillez, parce qu'il y a des chiffres, parce qu'il y a des résultats, parce qu'il y a des attentes que vous êtes en train de réaliser. Mais ça, ce n'est pas ça le leadership. C'est juste la gestion. C'est juste comme nous sommes des robots, avec tout le respect. J'ai beaucoup d'amis et je les respecte beaucoup qui travaillent dans tout ce qui est l'analyse des données. Ben, eux, ils se sont parfois robotisés d'une façon ou d'autre. Avant la COVID, on n'oublie pas, ce n'est pas avant la COVID, c'est toujours là, depuis les dizaines d'années, il y a une déshumanisation continue. On parle de l'intelligence artificielle, on parle du robotisme, on a dit même qu'un jour, il y aura des robots qui vont remplacer l'hôtellerie, la réception. Oui, mais il reste la touche personnelle. C'est la touche personnelle qui nous distingue, c'est la touche personnelle qui nous ramène à être plus humain et plus heureux. Ben, sur cette note-là, je vois qu'on a un peu, on a arrivé à temps avec les 30 minutes comme on s'est discuté. Et on va retourner avec Jean-Michel et les questions. Je suis ouvert pour tout autre. Et on vous remercie en même temps. Certainement. Merci beaucoup, Hussein, d'avoir mis la table. Et puis, dans un instant, s'il y en a certains ou certaines qui désirent prendre la parole et partager leurs expériences à nouveau, c'est possible. On peut déjà se lancer et répondre ben, il y a déjà deux questions qui ont été émises. Tout d'abord, tout à l'heure, tu mentionnais les secteurs de l'hôtellerie et le secteur de la restauration qui, comme on le sait tous, ont été extrêmement affectés par la pandémie, peu importe le pays. Qu'est-ce qu'il y en est sur d'autres secteurs qui ont été impactés aussi, bien entendu, parce que pour la plupart, peu importe à nouveau le pays ou le secteur, il y a eu un certain déplacement vers le travail à distance. Comment est-ce que ces autres secteurs-là, de façon générale, est-ce que la question, en fait, si on se résume, c'est est-ce que ton opinion que les changements apportés par la crise sanitaire ont augmenté ou diminué le bonheur au travail de manière générale? Euh, je réponds à une partie là que c'est vraiment, ça dépend de l'individu. Si je te pose la question pour toi, Jean-Michel, parce qu'on s'est discuté de ça là quelques moments. Toi, tu as trouvé un petit bonheur pour passer plus de temps avec ta famille. Pour quelqu'un qui est seul, il a senti cette isolation-là. Mais la conclusion essentielle que j'aime qu'on tire de là, que tout le monde, et je peux à 85%, il n'y a rien d'absolu. À 85%, les gens retournent au travail avec plus heureux. Si tu étais quelqu'un qui retournait, qui partait au travail avant la COVID d'une façon, un jour oui, un jour non, tu es plus heureux maintenant de revoir tes collègues, de revoir cette socialisation, d'être enfin sorti de cette prison. Ce sont des paroles, ce sont des phrases qu'on entend de partout. Bien sûr, si tu travailles dans Zoom, la compagnie qui a fait 30% over-bénéfice la première année, la compagnie qui est la plus heureuse, hein, dont les employés sont les plus heureuses du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, là, quand on dit que la compagnie Zoom, elle était la plus heureuse pendant la pandémie, on voit parce qu'eux, ils étaient vraiment dans l'interaction. En même temps, ils faisaient beaucoup d'argent. Voyez-vous, il y a vraiment, ça c'est un exemple intéressant de prendre, mais ce n'est pas parce que l'hôtellerie est dans mon sang,
mais aussi parce que j'ai un directeur général de l'hôtel. C'était vraiment dur. Hein. C'était vraiment dur. Un directeur général qui travaille dans un pays qui n'est pas le sien, dont il n'est pas national. Alors, on doit le sponsoriser pour son visa, on doit le sponsoriser pour ses enfants à l'école, on doit le sponsoriser pour acheter une voiture. Ben pour lui, il a été chez lui 6 mois sans salaire. Et il m'a dit que la compagnie, elle était assez compréhensible, puis elle m'a laissé à la maison, elle m'a laissé les enfants à l'école. Mais il y a des gens qui ont quitté le domaine. Je vous dis là avec qui que j'ai interagi, un chef qui a commencé à cuisiner depuis l'âge de 5 ans. Lui, il me dit, moi, j'ai quitté le domaine. J'en crois plus. Et j'ai peur d'une autre crise, j'en crois plus, je suis plus à l'aise de travailler dans ce domaine-là. C'est un domaine déjà qui a beaucoup de, comme on voit, soit au Québec, soit au Canada, soit à l'international, c'est un domaine qui prend beaucoup de problématiques. Je vais arrêter de parler de l'hôtellerie. Allez-y, Jean-Michel. Non, peu importe, je pense que ta réponse, si je peux la résumer, en fait, il n'y a pas une réponse à tout ça. C'est très personnel. Il y en a, comme tu l'as mentionné, qui ont vu leur secteur d'activité exploser, puis ça a été très positif. Et par le fait même, il y en a qui ont trouvé leur compte à travailler à distance, alors qu'il y en a d'autres qui, pour diverses raisons personnelles ou organisationnelles, s'en sont trouvés plus malheureux. Donc, il n'y a pas une réponse unique à dire le BAT a augmenté ou diminué de manière positive ou négative suite à cette pandémie-là. Et ben là, on a une question, et puis là, je pense que c'est une question, encore une fois, où il n'y aura peut-être pas de réponse unique, mais si tu peux nous éclairer ou nous donner ton opinion sur ça. Que faire, en fait, si le bonheur au travail entre mon patron et moi-même divergent? La question, pour la formuler, c'est mon patron est un performant. Il nous fixe des objectifs extrêmement élevés. C'est là qu'il trouve son bonheur, alors que de notre côté, nous y voyons une forme de pression et que plus il met de pression par rapport à atteindre les résultats, plus notre bonheur diminue. Comment abordes-tu la question d'un conflit finalement, un clash entre le bonheur des uns et le bonheur des autres? Le bonheur des uns, c'est le malheur des autres. Hein? Peut-être. Ça, c'est une réponse. On entend cette réponse-là. Mais c'est intéressant, c'est toute une formation sur le leadership hein, qu'on doit aborder ici. Parce que le vrai leader, c'est le leader qui adapte ses façons de faire. Le vrai leader, c'est le leader que mais ça, j'avais un directeur général, toujours dans l'hôtellerie, d'origine allemande qui nous disait que le vrai leader, c'est le leader dont l'équipe, elle performe elle donne la même performance, plutôt une meilleure performance quand il n'est pas là quand il était là. C'est ça le vrai leader. J'ai rencontré des leaders le jour de quand ils soumettent leur démission pour faire le handover, là, le passage à quelqu'un d'autre. Il n'avait rien à donner. On voit qu'il a vraiment empower, il a donné des habilitations à tous ses employés de travailler d'une façon la plus performante et la plus personnellement fit pour eux. Alors, quand on lui parle, mais toi, tu ne faisais rien, il a répondu avec un bon sourire en disant, moi, c'était moi l'humble personne qui a fait que tout le monde là travaille eux-mêmes, sans moi les ai touchés. C'est moi qui ai orchestré cette équipe-là. Le vrai leader, c'est vraiment qui laisse, qui fait sortir le meilleur de ses employés au lieu de chercher à mettre ce qu'il pense est le mieux. Alors, si toi, pour une raison quelconque, ta meilleure, on va prendre un exemple un peu simple. Si la compagnie travaille de 9 à 18, puis tout le monde doit être là dans ce moment-là, mais toi, à cause des choses personnelles, ce sont des choses qu'il faut prendre attention parce qu'ils sont porteuses de bonheur aussi. Tu dois venir ici à 10h30, mais cette 1h30 là, si je suis
un gestionnaire, là, 1 plus 1 égale 2, elle ne peut pas être 3, elle ne peut pas être moins plus. C'est juste alors, ça ne marche pas, tu vas me perdre. Mais si tu es un gestionnaire qui est assez flexible, à 7 heures, 1h30 là, va faire une différence que je vais te la rendre, monsieur le 1 plus 1. Ben, dans ce moment-là, ton 1 plus 1 va être 3 et 4 et plus. C'est de traiter chacun. On dit toujours que égalité et équité. Non, 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 je dois être juste avec tout le monde doit venir en œuvre. Qui t'a dit que ça, c'est la justice que tes employés cherchent? Qui t'a dit que c'est la façon que tes employés vont te trouver faire? Alors, voilà un peu que, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais vraiment, un vrai leader, il faut s'adapter tant et aussi longtemps que ça n'affecte pas la performance en général puis l'atteinte des objectifs. Bien sûr, si on a un plan ou un projet de recrutement qu'on doit soumettre le 1er avril, et je vois qu'avec cette cadence-là, on ne va jamais arriver avant le 15 mai, mais là, c'est pour cela que c'est ton rôle. Quand j'ai dit que tu dois avoir une assertivité à un certain niveau, c'est là que ça entre ton assertivité. Je pense que ça répond bien. Puis d'ailleurs, ça me rappelle plusieurs études sur le leadership que j'ai eu le plaisir de consulter. Puis effectivement, avec les années, la question a été modifiée. C'était plus quel est le meilleur style de leadership? Est-ce que c'est plus autocratique? Est-ce qu'à une certaine époque, on se disait non, c'est plus laisser aller? Et puis, je pense que l'opinion de la majorité est devenue, comme tu l'as dit, adaptatif, c'est-à-dire le leader doit s'adapter à la situation générale, c'est-à-dire à l'environnement et à son équipe. Il y a des équipes qui ont besoin d'être davantage aiguillées, dirigées pour bien performer et être plus heureux là-dedans. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'autonomie simplement parce qu'ils en sont là. Donc le meilleur leader est celui qui est capable de s'adapter à la situation qui évolue constamment. Je te résume. J'adore ce que tu viens de dire parce que si j'avais plus que 30 minutes, j'aurais dû aller plus loin avec les caractéristiques de leadership. Mais juste donne-moi petit 3 minutes ici. Là. La problématique, ou plutôt les caractéristiques essentielles qui ont distingué le leader heureux, d'après des recherches de 2 ans et demi maintenant, je vais lire ce que j'ai écrit là. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir mon écriture, mais je vais les lire. C'était des notes qui étaient partagées avec le jury avec qui je travaille. La littérature et les recherches nous ont montré que les auteurs étaient sélectifs par les aspects de différents styles de leadership. Sélectifs. Il n'y avait pas quelqu'un qui a adopté le style comme tel. Les vrais leaders, les leaders de bonheur, si on peut définir un thème pareil, ce sont des leaders qui vraiment sélectent ce qui convient à leur team. Je ne sais pas, avec Jean-Michel, je dois travailler avec le ABC du style de leadership autocrative. Puis avec Jonathan, je dois travailler avec le DEF du style de leadership participatif, ainsi de suite. C'est vraiment le mélange, c'est vraiment l'adaptation, l'agilité. On parle récemment de l'agilité en leadership. Voici la réponse sur comment tirer le meilleur de nos employés en les rendant en même temps heureux. Je pense que tu as entièrement raison par rapport à tout ça. Alors, si à nouveau vous avez des expériences ou des réflexions à nous partager, le plancher est à vous. Nous pouvons ouvrir les discussions. Et si ce n'est le cas, vous pouvez toujours, si ça vient pendant la nuit, parfois on dit qu'une nuit porte conseil, alors vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse septime@septime.com et il nous fera plaisir de pouvoir vous répondre. Et dans l'entretien, je pense qu'on a reçu un petit dernier commentaire qui pourrait prendre lieu de mots de la fin qui est très intéressant pour ma part. Le participant ou la participante nous mentionne que selon lui ou elle, le bonheur au travail, ça débute par soi-même. Donc, si quelqu'un est heureux dans sa vie personnelle, il y a beaucoup plus de chances d'être heureux au travail. Donc, ça commence par soi et ça rayonne vers l'extérieur, donc vers la famille et par la suite vers le travail. Je sais pas j'imagine que tu vas être d'accord avec ça. À moitié.
À moitié? Bon. Dans quel sens? Parce que, voilà, si nous sommes heureux au travail, mais nous sommes avec un leader, ben, ce n'est pas un leader là, juste un gestionnaire, hein, un manager, un dirigeant, un boss, il va nuire à nos bonheurs. Il va nous faire souffrir et à la maison et au travail. D'où la raison pour laquelle 80% des gens quittent leur patron, leur leader et pas les organisations. Mm. Et au sens inverse, j'ai des expériences personnelles, cette fois-ci pas dans l'hôtellerie, mais dans les centres d'appel. Un autre domaine qui est vraiment stressant, hein, dans le sens, j'avais quelqu'un qui me dit, j'ai assez de troubles à la maison que je m'enfuis de mes troubles en travaillant. Je cherche mon bonheur dans le travail pour fuir un peu, pour prendre un break de ce qui se passe à l'extérieur du travail. Alors, oui, malgré le fait, d'ailleurs, le trait individuel, on l'a discuté avec le trait organisationnel et le trait relationnel avec le leader, sauf qu'il peut être affecté, il peut être favorisé ou défavorisé avec la relation du leader et la façon. C'est pour cela, quand j'ai dit je vais revenir à la responsabilité que je mets aux épaules des leaders, mais ça, c'est juste pour une simple raison, parce qu'on ne demande pas aux leaders de rendre les gens heureux à l'intérieur et à l'extérieur du travail. Le créateur lui-même n'a pas rendu tout le monde heureux. Ça, on s'entend bien. Personne ne peut rendre tout le monde. Mais spécifiquement, on parle de favoriser un climat plutôt, pas un environnement. Un environnement, c'est plus là. Un climat de bonheur pour tes employés. Rendre le travail le fun, parce que en rendant le travail le fun puis le bonheur, tu peux tirer le maximum de tes employés et tu vas les faire adorer leur travail. Ceux qui sont heureux, ben, tant mieux, ils vont être plus heureux. Ceux qui ne sont pas heureux ou malheureux à l'extérieur, ben, ils ont trouvé une espace à travers laquelle ils s'échappent. Est-ce que le leader est un psychologue? La réponse est à l'interne. Effectivement, comme quoi la question est loin d'être réglée et puis on pourra encore en parler pendant des heures, des heures et des heures. Ce n'est pas une réponse binaire que nous cherchons. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent tout ça. Ben, Hussein, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ces réflexions avec nous ce matin ou cet après-midi, selon que vous soyez. Pour vous toutes et tous, je vous encourage à visiter notre site web au www.7sim.com et vous pourrez, en allant sur ce site web, aller sous l'onglet Formation où vous pouvez, en cliquant sur le lien des webinaires, réécouter les différents webinaires que nous organisons hebdomadairement. Donc, à toutes les semaines, vous allez avoir une panoplie de sujets, qu'il s'agisse de sujets qui touchent la gestion de projet, les PPP, le suivi-évaluation, la passation des marchés. Nous avions précédemment les tableaux de bord interactifs au début de la semaine et il y a toute une panoplie d'autres webinaires qui sont à venir, encore une fois, sur une variété de sujets qui vont des sujets qu'on dirait soft, donc le leadership, la gestion environnementale ou des sujets plus durs, donc la budgétisation, la finance. Donc, vous pouvez aller sur le site internet www.7sim.com sous l'onglet webinaire pour participer à ces webinaires que nous offrons de manière gratuite. Et par ailleurs, si vous le désirez, en allant toujours sur ce même site web, vous pouvez aller consulter la liste des séminaires à venir, lesquels vous pouvez voir donc la programmation en filtrant par thématique, par sujet. Donc, que votre intérêt touche les accréditations professionnelles que nous offrons en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal, qu'il s'agisse du développement durable, de la gestion de projet, la gouvernance publique, le management des organisations ou encore la passation des marchés, vous pouvez accéder au calendrier et aux détails de l'ensemble de ces programmes, tout comme faire une recherche, si ce n'est par le lieu de formation et pouvoir obtenir l'ensemble des détails sur les séminaires prévus d'ici la fin de l'année. Donc, je termine simplement en vous mentionnant que, par ailleurs, si vous avez l'intérêt d'organiser l'une de ces formations pour vos collaborateurs, pour vos équipes sur place dans votre pays même, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse 7sim à commercial7sim.com et nous ferons un plaisir de vous faire une offre de formation faite sur mesure pour vos besoins.
Alors, dans l'attente d'avoir le plaisir de vous accueillir dans l'un de nos centres de formation ou encore d'échanger avec vous lors d'un prochain webinaire, on vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, Seine, je te remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis au plaisir de continuer la discussion lors d'un prochain webinaire. Au revoir. Merci.